G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau G-Sport, le rendez-vous des supporters, des amateurs, des pratiquants et de tous les Grenoblois, comme nos invités. Alors l'un va tenter de terminer sa carrière professionnelle sur un titre de champion de France, le boxeur Nicolas Salcy. Bienvenue. 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 Nous sommes aussi les bienvenus avec vous ici. Merci d'être avec nous à vos côtés, celui qui a formé des générations déjà de boxeurs et qui a insufflé bien des valeurs d'abnégation dans son club du ring grenoblois. L'entraîneur et directeur technique du club, Patrick Malaisé. Ça va ? Ça va très très bien. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Bienvenue de retour ici sur ce plateau. Vous nous parlerez de ce qui se prépare du côté du summum avec un grand gala de boxe comptant pour les championnats de France. Cette boxe anglaise, une tradition très grenobloise, tout comme le rugby et le FCG qui organise la première manche du championnat de France de quad rugby. C'est du rugby handisport en fauteuil et c'est ce que vous pratiquez, François Riondé. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous allez tout nous dire sur cet événement que vous organisez et sur cette discipline qui manque pas d'intérêt. Et tout de suite après l'actu. Voilà, et si vous aimez le football, eh bien c'est pour vous cette partie avec du football, une victoire et surtout le strict minimum assuré par le GF38 sur le fameux 7e tour de Coupe de France de football. Les Grenoblois se déplaçaient à Craponne pour affronter Saint-Cyr au Mont-d'Or, une équipe qui évolue 6 divisions plus loin en Régional 3. Saint-Cyr qui a marqué sur pénalty et qui a permis de réduire la marque, qui ne bougera plus. Victoire 2-1 pour le GF38 qui donc se qualifie pour le 8e tour. Et contrairement au GF38, l'équipe de France Espoir a maîtrisé son homologue d'Arménie d'un bout à l'autre de ce match éliminatoire pour l'Euro Espoir 2023. C'était à Grenoble jeudi dernier dans un stade des Alpes bien garni. Les Bleuets se sont imposés 7-0 et ils prennent la tête de leur groupe. Et elles gardent la tête de leur poule de National 1. Les féminines du PVBC la confortent même cette tête en gagnant leur duel face à Monaco jusqu'ici à égalité de points avec les Voironnaises. Et du coup, Voiron l'emporte à domicile 68-58. Voiron seul en tête. Enfin, Émilien Jacquelin est bel et bien de retour. Le biathlète termine 3e du sprint de Souchen en Norvège. Dernier rendez-vous avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Lui qui s'est fracturé le poignet en août dernier, le Villardien se rassure sur ce podium, dominé en passant par le Français Quentin Fillon-Maillet. Peut-être d'ailleurs une petite question, est-ce que vous savez quand seront les prochains JO ? Normalement 4 ans, 2024. Voilà, mais encore, les prochains Paris. JO. Paris Et 2024. et d'hiver. Ah alors là non. Voilà, et enfin, c'est en février prochain, Ouais. et vous savez où ? Non. Voilà, et en fait, ça c'est tout le problème. Ils seront à Pékin et personne n'en parle. En tout cas, selon certains athlètes de la délégation française et même de toutes les délégations, c'est vrai que pour les Français, Paris 2024 éclipse complètement Pékin 2022. Et dans les conditions dans lesquelles sont en train de se préparer ces Jeux, les athlètes ne savent pas dans quelles conditions ils vont pouvoir courir, s'entraîner. Ils ne peuvent pas se rendre sur les sites. C'est vrai qu'il y a un petit peu un mouvement en ce moment. Alors, il n'y a pas de boycott, mais une petite contestation du côté de certains athlètes qui ont pris la parole, comme la bosseuse Perrine Lafont ou même d'autres athlètes qui vraiment ne savent pas à quelle sauce manger justement ces Jeux Olympiques qui pour l'instant sont encore assez confidentiels. Et pourtant, on espère bien des médailles du côté français. Ce sont des Jeux Olympiques quand même. Voilà. Mais c'est vrai que quand on boxe, évidemment, on pense à Paris 2024. En tout cas, côté ski, chacun son ski. Biathlète, comme vous venez de le voir avec Émilien Jacquelin, le Villardien, mais aussi nordique, alpin, freestyle, pépère ou tête brûlée, ça dépend, voire extrême. Alors, on s'intéresse ce soir à ces skieurs fous, on peut le dire, qui dévalent les pentes les plus raides du monde. Les rencontres Ciné-Montagne de Grenoble ont permis d'écouter les confidences d'Andrei Barguiel. C'est le premier homme à avoir descendu le K2. Reportage d'Arthur Glory.
Skier des pentes à plus de 50%, ça peut paraître fou, mais c'est la spécialité d'un petit nombre d'experts qui sont venus partager leur expérience de cette discipline périlleuse aux rencontres ciné-montagne. Véritable prouesse physique et technique, il faut aussi bien connaître la montagne pour minimiser les risques. Ski de pente raide, c'est vraiment un équilibre entre le ski et l'alpinisme. C'est 50% de ski, 50% d'alpinisme. Tu évolues dans un environnement montagne qui t'amène à effectivement, voilà, utiliser des techniques de montagnard, quelquefois ski au pied. On peut associer un peu la pratique à, on va dire, des pratiques dangereuses ou à de l'audace, etc. Je pense que c'est plutôt le fait d'être inspiré, le fait d'aller chercher des choses, d'être observateur. On observe beaucoup, on scrute les itinéraires. Et effectivement, c'est plutôt de la curiosité que du courage. Et ces skieurs de l'extrême grimpent toujours plus haut. En 2018, le Polonais Andrzej Bargiel s'attaquait au K2, le deuxième sommet le plus haut du monde avec ses 8611 mètres, une première mondiale. Une ascension et une descente réalisées en plusieurs jours, sans oxygène et avec son matériel sur le dos, dans le respect le plus total des principes de l'alpinisme. Alors je dirais deux choses. D'abord la concentration, une grande concertation, parce que c'était un événement très important pour moi et il a fallu être vraiment très focalisé sur ce que je faisais. Et puis après un soulagement, parce que quand on arrive en bas, tout en bas, c'est là où on peut faire un petit film sur tout ce qu'on a fait. Et puis donc pour moi c'était la concentration et le soulagement. Alors pour les plus téméraires, on peut aussi effectuer du ski de pente raide en Isère. Le Grand Tellier, les pointes du Mouchillon et le Galto dans le massif de Beldon sont propices à ces descentes. Attention, skieurs novices s'abstenir. Voilà, quelqu'un ici, non? J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Andrzej, c'est ça, Andrzej Bargiel. La pente raide, pourquoi pas? Le handiski, vous avez déjà testé, François? Non. C'est Je vrai vais essayer cette année, ouais. Ouais, super, parce qu'il y a des sensations incroyables et beaucoup d'encadrement. Aussi, il y a tout ce qu'il faut ici en Isère. Alors, on rappelle, évidemment, ce ski de pente raide, c'est seulement réservé à ces initiés qui savent comment se comporte le manteau neigeux en toute saison. Et plus qu'un manteau, c'est une ceinture qu'ils visent. Nos invités, tout de suite. Nicolas Salsi est champion d'Europe, il a 40 ans et son dernier combat, c'est ce samedi au Summum où il va briguer une ceinture nationale, un titre de champion de France. Et ça sera contre, il a changé, votre adversaire, Eddy Lacrosse. Eddy Lacrosse, c'est ça. Pourquoi il a changé, Nicolas? Parce que Dylan Brojon est parti sur un titre européen à la dernière minute, on lui a fait une proposition, donc il est parti sur l'Europe, ce qui est normal. Mais alors, comment on se qualifie pour les France, pour les Europes? En plus, il y a plusieurs fédérations. Comment ça se passe? Lui, ça fait déjà son deuxième championnat de France, quoi, non, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un classement au niveau. C'est un classement. Donc, au niveau national, c'est un classement. Il y a le numéro 1. Quand il n'y a pas de champion, il y a 2 co-challengers, ce qui était le cas actuellement. Nicolas et Dylan Brojon étaient co-challengers. Ensuite, il y aura donc à la fin du combat, il y aura un champion de France. Et ensuite, il y a des numéros 1, des numéros 2, etc. C'est comme ça. Et chacun son tour, on vient tenter de prendre le titre. Voilà. On tente de se qualifier. Voilà, et on vient essayer de prendre le titre au champion. En gros, c'est ça. Pour le championnat d'Europe, c'est exactement la même chose. Il y a des classements, mais là, donc, c'est au niveau européen. Donc, c'est les champions de chaque nation qui vont se rencontrer à un moment donné. Et Dylan Brojon a été appelé, on va dire, au dernier moment parce qu'il y a eu un désistement d'un autre boxeur. Et forcément, entre un championnat de France et un championnat d'Europe à prendre, je comprends tout à fait Dylan Brojon d'avoir été tenté sa chance, même si malheureusement, il n'a pas gagné. Alors on verra ça en tout cas samedi. Nicolas contre Eddy Lacrosse, c'est au Summum de Grenoble où il faudra vraiment faire du bruit aussi pour vous encourager. C'est un adversaire coriace quand même. Oui. Ouais. C'est un petit pitbull. C'est un gros frappeur. Ça va être compliqué, mais on s'est entraîné pour. Donc, on n'a pas gagné au change. Voilà, on a pas gagné, mais... Dylan Brojon avait été un boxeur très fort techniquement, qui frappait aussi, mais beaucoup moins que celui qu'on rencontre. Ça arrive, Oui, ça arrive, bien sûr. Voilà. Oui, ça arrive au bien. Oui, bien sûr, oui. C'est surtout pour la petite tablette aussi, voilà. Hop. Voilà. Et c'est parti. Oui, bien sûr. Et donc, Eddy Lacrosse, qui est un garçon qui a déjà été champion de France et qui monte de catégorie pour venir donc dans les lourds légers. Il a été champion de France en mi-lourd. C'est un boxeur qui a été champion du monde en Muay Thai, donc ce qu'on appelle la boxe thaïlandaise. Donc voilà, donc c'est un boxeur très très dur.
ou est-ce que je peux assurer que ça sera un combat très violent. Ça va être le grand temps fort de ce grand gala de boxe organisé par le Ring grenoblois, assorti donc d'un championnat de France. Donc il y aura du beau monde au summum. Normalement, il y aura du beau monde sportif, du beau monde après de la vie locale, politique aussi, bien évidemment. Mais côté sportif, il y aura du beau monde. Des gens comme Hakim Tafer, Laurent Boudouani, Réal Martin, Lucie, enfin tous les anciens, Hussein Béram, etc. Tous les anciens qui seront présents, quoi. Alors, on rappelle que vous êtes le directeur technique de ce club, Patrick. Et donc, pour comprendre les enjeux, on va faire la connaissance de Nicolas. Donc, 40 ans, lourd léger. C'est vrai que ça m'a toujours fait rire, en fait, cette catégorie. Lourd léger, c'est entre 88 et 90 kilos. Oui, c'est ça. 79. Ouais, 79 plutôt. 79. C'est entre 79 et 90 kilos. Ah ouais, c'est quand même assez vaste. C'est ça. D'accord. Et vous êtes à 88, c'est pour ça. C'est ça, ouais. D'accord. Et catégorie de 10 kilos d'écart, quoi, c'est ça. C'est ça. Et alors, ça paraît pas vieux pour jeter l'éponge, si je pourrais m'exprimer, 40 ans, en lourd léger. Pourquoi arrêter votre carrière maintenant? C'est l'âge, 40 ans, c'est le bon âge pour arrêter aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le combat de trop. Je pense que 40 ans, c'est bien. Voilà. Oui. Ouais. On a vu des plus anciens aussi boxer jusqu'au plus haut niveau. Non, Patrick? Oui, on a vu des gens qui ont 50 ans. Dernièrement, on a vu Mike Tyson qui est remonté sur le ring à 54 ans. Mais après, ce sont des gens qui ont des conditions d'entraînement qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Nicolas, il travaille à la métro. Il est tous les jours dehors le matin à partir de 5 heures. C'est un travail très physique. Vous êtes agent à la métro. Voilà. Donc, forcément, il n'y a pas trop de possibilités. L'entraînement n'est pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes. Il faut faire des choix. Et puis, c'est un bon entraînement aussi d'avoir un travail physique. C'est le bon âge pour arrêter aussi, pour ne pas faire le combat de trop. D'accord. C'est bien. D'accord. Alors surtout que vous êtes entraîné dans des conditions difficiles, car le club aussi a fait les frais de la crise Covid. Pas de contact, pas de sparring partner, c'est ça? Non. Ça a été long. Si ce n'est votre sac? Ouais, c'est ça, pendant 2 ans, quoi. On a mangé 2 ans. Comment est-ce que vous avez traversé cette période alors? Est-ce que ça change tout de ne pas s'entraîner contre un adversaire? C'était difficile pour les combats, on n'a pas boxé, et puis pour les entraînements aussi. Pour avoir des sparring partners, c'était compliqué. Non, ça a été compliqué pour beaucoup de choses. Vous avez pu maintenir un rythme quand même dans votre club? S'entraîner, oui, on a fait de l'entretien, quoi. C'était très difficile. C'est vrai que la boxe fait partie aussi de ces perdants de la crise sanitaire. Autant certains sports ont pu, on va dire, les sports de plein air ont pu aussi rebondir. Pour vous, le Ring grenoblois, ça a été très difficile. Vous avez perdu des licenciés, beaucoup de licenciés. On a 2 ans, pendant les 2 années donc, où c'est que le Covid a sévi dans notre pays, dans le monde entier d'ailleurs, on n'avait plus personne, quoi. Quand on a repris en septembre, il y a l'année dernière, on a commencé à sentir un frémissement de gens qui recommençaient à revenir, mais boum, on a été bloqué tout de suite fin septembre. Les gens sentaient que ça allait pas bien, et on a été bloqués, donc on a eu 26 licenciés. Et là, cette année... 26 sur les 150. Voilà, sur les 150 habituels. Et là, cette année, on est à peu près à 180 licenciés. On a perdu beaucoup de boxeurs compétiteurs, parce que les années sont passées, ils ont changé d'optique, ils sont partis, on avait des gens qui étaient universitaires, etc. Donc forcément, et là on a récupéré par contre beaucoup de jeunes, et comme on est un club formateur, nous ça nous fait plaisir, on continue à faire ce qu'on sait faire, on forme. Et perdre des licenciés, c'est perdre de l'argent aussi? Ah oui, alors forcément, oui. Est-ce que vous avez pu survivre? Avec un tuba, et puis pour sauter la tête de l'eau. Non, on n'a rien fait, on a fait très attention. On a essayé de chercher un petit peu des soutiens. On a eu quelques soutiens. Il faut remercier certaines personnes, bien évidemment. Et on a aujourd'hui, on essaye de s'en sortir. Là, il y a la région qui nous a bien soutenus. On a aussi le département qui nous soutient aussi également, donc sur cet événement entre autres. Donc on a quand même quelques personnes qui croient en nous et qui nous aident. Voilà. Et les licenciés, vous les avez retrouvés, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ouais, mais c'est pas plus mal. C'est qui est venu? C'était des gens qui avaient... Beaucoup de jeunes qui sont qui habitent le quartier, qui ont grandi. On peut le dire, c'est entre Bajatier, c'est quartier. Alors nous, on est Léon Jouot, quartier Léon Jouot. On est entre quartier Bajatière, Tesser et Abbaye. Voilà, on est là-dedans, et on a tous les jeunes qui viennent nous retrouver. Et ça, franchement, on a beaucoup de jeunes. C'est très bien. On y arrive je pense que si tous ces jeunes viennent nous voir et qui continuent à rester, on a un très bon vivier qui va sortir.
Oui, et c'était aussi des jeunes qui avaient besoin de se défouler après cette crise, après ces confinements successifs. Ouais, pour eux, c'était primordial. Hein. Ils sont pas venus pour faire dans la dentelle. Hein. Ils avaient besoin de transpirer. Et vous, Nicolas, comment vous êtes venu à la boxe? Moi, je suis venu par hasard. Ça a été par hasard. J'ai rencontré mon ancien entraîneur, le premier que j'ai eu, c'était à Pont-Clé, qui m'a proposé de venir faire 1 ou 2 entraînements. Je suis venu, puis j'ai accroché en fait. On s'est lancé dans la boxe. À quel âge à peu près? J'avais 25 ans. J'ai commencé tard, moi. Ouais, parce qu'auparavant, vous étiez sportif aussi? Oui, rugbyman. Quel poste? 3e lignel. À Pont-Clé? À Jarry. Ah, d'accord. Un grand club également. Donc, on va dire, vous aviez du foncier plutôt, alors. Voilà, exactement. D'accord. Et le rugby, vous avez arrêté pour la boxe ou vous jouez encore un peu? Non, j'avais commencé à arrêter un peu le rugby. Donc, je suis parti à la boxe derrière. Ah ouais, donc pour une nouvelle carrière, parce qu'on rappelle que vous êtes professionnel, une dizaine d'années professionnel? On est passé pro en 2011. Ouais. Et donc, vous mettez un terme à votre carrière professionnelle, ou est-ce que vous allez continuer aussi à boxer par ailleurs? Ouais, on va faire de l'entretien. Il y a quand même un gros truc qui est en marche à Pont-de-Clé, avec donc la ville de Pont-de-Clé, où est-ce que Nicolas va intégrer... il y a une création à Pont-de-Clé d'un club, où est-ce que c'est Nicolas qui va devenir entraîneur. C'est en collaboration avec le Ring grenoblois, donc avec Monsieur Ferrari, de la Grenoble Métropole. Et qui est le maire de Pont-de-Clé. Et qui est le maire de Pont-de-Clé, voilà. Et il y a une collaboration qui va se faire, et c'est Nicolas qui va devenir entraîneur. Donc, il va continuer à œuvrer pour la boxe. On attend encore un peu, on ne sait pas, mais pour l'instant, oui. Vous n'arrêtez pas, on va dire, en tout cas. Et Pont-de-Clé, où donc, on le rappelle, vous organisez les championnats de France de quad rugby. Donc, au lendemain du gala de boxe, vous allez soutenir justement le dimanche matin les joueurs de quad rugby. Il y aura une autre ceinture nationale qui sera tentée sur ce beau ring du Grenoble. C'est Marion Montanari aussi, l'Iséroise, en catégorie super légère. Alors on peut dire super légère, c'est quelle catégorie? 62 kilos. Quelle catégorie de poids? 62, voilà. D'accord. Et elle va tenter de s'imposer face à Elsa Emat, d'Aulnay-sous-Bois. Quelles sont ses chances à Marion aussi et ses aptitudes? Marion a toutes les chances de remporter le titre. De toute façon, sur un ring, la décision se fait à la fin. Marion a beaucoup progressé ces derniers temps, justement, donc je pense qu'il y a de bonnes chances. Maintenant, aujourd'hui, elle n'est pas présente sur le plateau parce que elle est professeure des écoles. Oui. Donc actuellement, elle est avec sa classe à Sainte-Foy-les-Lyons. Elle s'occupe en plus d'une classe un peu particulière. Donc elle est vraiment focus dessus, quoi. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que les filles montent en puissance au ring grenoblois? On y boxe aussi bien garçons, filles? Alors, le ring grenoblois, c'est pas moi, mais c'est mon aîné, monsieur Émile Chabut, qui a créé la boxe féminine dans le monde. Voilà, c'est monsieur Émile Chabut. Donc aujourd'hui, si on a la boxe féminine... En quelle année? Alors, il s'est reconnu en 1980, mais lui, il a commencé à faire boxer depuis 1960-70. D'ailleurs, de la même manière qu'il a créé la boxe éducative, ce qu'on appelle la boxe éducative à l'époque boxe scolaire, et il avait été radié de la Fédération française de boxe, c'est toute une histoire. Mais c'est un monsieur qui était précurseur dans la pratique de la boxe. Et pour lui, les féminines, ça faisait partie normal. Venez faire de la boxe, il n'y a aucun problème. D'accord. Et aujourd'hui, filles, garçons, Andy, voilà, donc encore une fois, encore un club précurseur, puisque c'est nous qui avons créé, pas créé, mais qui avons mis en place cette forme de boxe au sein de notre Fédération française de boxe, et avec l'aide de mon ami Sébastien Pilot, avec Myriam Chomaz, qui à l'époque était conseiller technique aussi, donc on a tout géré ça, et aujourd'hui, le handibox existe aussi. Qu'on puisse boxer des deux mains, d'une main, qu'on soit... On a tout handicap confondu. En termes de handicap physique, on parle bien de handicap physique, il y a des problèmes, bien sûr, au niveau... Ceux qui ont des problèmes sensoriels, c'est un peu plus difficile. Donc, mais on arrive quand même aussi à les faire boxer. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous tente aussi? Est-ce que c'est un sport de contact quand même que vous pratiquez? Oui, tout à fait. Et la boxe, c'est plus dur. Peut-être que ça peut être une aptitude supplémentaire quand on joue au rugby, un petit... Non, c'est pas le jeu. Ouais. c'est pas l'esprit. Un petit mot encore sur ce gala qui va rappeler les grandes heures de la boxe, l'âge d'or, on le disait, des années 60-70 à Grenoble. Tout est fait au summum pour que ce soit très convivial, un peu les galas à l'ancienne, où on vient aussi passer un bon moment. C'est ça, il va y avoir des chanteurs, des chanteuses, une chanteuse connue qui va chanter...
En début de partie, oui, connu. Alors, elle va chanter et c'est parti. D'accord. Voilà, c'est comme ça, vous savez qui c'est peut-être. Voilà. C'est Nadia, non? Voilà, je crois bien. Elle sera là? Apparemment, oui. Ah, c'est un petit scoop, ça. Voilà, c'est ça. Voilà, il y aura Laurie Mosca, qui est une de mes anciennes élèves, qui également chante. Depuis très longtemps. Elle fait le chant aussi pour la mucoviscidose, etc. depuis toutes ces années. Donc, c'est une de mes anciennes élèves qui a fait de la boxe, qui sera présente. On aura également un groupe de gypsies qui va se former avec plusieurs jeunes, des personnes de l'abbaye, entre autres. Il y aura David El Gitano, il y aura Litet, etc. C'est un peu toute la famille qui vont être là pour faire un son gypsy également, donc sur le ring à un moment donné. On va avoir la Batukavi qui va être là aussi. Et puis à boire et à manger, surtout à manger. C'est ça, il y a des tables. Il y a des tables, voilà, il faut aller les prendre. Il reste encore une ou deux tables, donc si vous voulez aller, venez la chercher, il n'y a pas de souci. Et puis on aura également un coup de téléphone qui vient. Voilà. Mais bon, tout sera fait pour que ça se passe quelque chose de très convivial et que venez vous faire plaisir en venant voir des très bons combats. Et donc c'est ce samedi c'est ça. 20 novembre au Summum de Grenoble. Il y aura également donc 5 combats professionnels d'encadrement qui sont de très haut niveau aussi. Voilà, en l'occurrence des anciens champions de France, des gens qui ont fait les Jeux Olympiques. Voilà. Nicolas, bonne chance. Merci. On sait que vous serez aussi à l'aise là-bas que sur ce plateau. On sait que c'est pas forcément votre truc, les caméras, et là ça va. Ça se passe. C'est sympa, Télégrenade, c'est autre chose quand même. Allez, merci beaucoup à vous deux. Et un petit interlude pour cocoricoter aussi autour de nos tout jeunes Grenoblois sous les projecteurs depuis quelques jours. Alors, Dylan Fabre, depuis le temps qu'on sait qu'il va faire une grande carrière, le brûleur de loup a été logiquement convoqué par le sélectionneur de l'équipe de France de hockey senior, les vrais, pour participer, enfin les vrais, pardon, pour les juniors évidemment, mais ça y est, il est tout jeune, ce garçon. Il a participé au tournoi amical en Slovénie, où les Bleus ont gagné contre la Slovénie, mais ils ont perdu en prolongation contre l'Autriche et contre la Biélorussie. Et puis un autre jeune très en vue, Gabriel Debru, retenez bien son nom, le Grenoblois du Grenoble Tennis, 15 ans et 10 mois. Il s'est qualifié la semaine dernière pour le tournoi de Rouen, qui compte pour le circuit Challenger, en éliminant en 3-7 l'Italien, c'est lui Gabriel, en éliminant l'Italien Pellegrino, qui est 220e joueur mondial. Gabriel, il n'est pas encore classé à l'ATP. Il devient, attention, le 4e plus jeune joueur à s'imposer dans un circuit Challenger depuis l'an 2000. Parmi eux, Rafael Nadal, qui avait gagné à 15 ans et 3 mois. Donc on est très fiers. Il était venu ici sur ce plateau en février dernier. Il reviendra. C'est un très gentil garçon. Et puis un autre habitué de ce plateau et de ceux de toute la France désormais, c'est l'un des hommes les plus médiatisés pendant la crise sanitaire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait été aperçu sur un fauteuil roulant il y a quelques semaines au stade Lesdiguières. C'était bien sûr pour la bonne cause et pour soutenir le FCG Handisport et sa section quad rugby. Et pour le coup, François, il n'y était pas allé à moitié, hein? Non? Carrément. Il avait montré des belles aptitudes. Oui. Il a été bien, il a bien des belles passes, bien joué. Alors c'était à l'occasion de la fête du club qui visait aussi à sortir aux yeux du public toutes les sections de ce FCG, qui donc comporte une section handisport. On vous voit, je crois que vous étiez là. Oui, tout à fait. Alors c'était pas facile quand même ce match contre le ministre de la Santé, la députée aussi était là, Émilie Chalas, qui mettent un petit peu la main à la pâte pour vous soutenir. Sympa ce petit coup de projecteur. C'était pas la première fois qu'il en faisait, M. Véran. Oui. A priori, donc il est revenu dans sa région d'origine et il est venu nous donner un petit coup de pouce au FCG Handisport. Oui, parce qu'il était venu inaugurer le terrain annexe synthétique du FCG et c'est vrai qu'il avait reconnu certains d'entre vous de votre équipe. Alors, on ne vous a pas invité évidemment pour ça, pour parler du ministre de la Santé, qui a bien des choses à faire déjà en ce moment, mais pour étoffer nos connaissances. Alors justement, sur le quad rugby, alors que votre club accueille donc samedi et dimanche la première manche du championnat de France de National 3, c'est samedi toute la journée et dimanche matin, et c'est à Pont-de-Claix au gymnase Malik Cherchari, c'est ça. Hein? Comme quoi la boucle est faite. Voilà, c'est ça. C'est là que vous allez entraîner. C'est ça. Et alors d'abord la discipline, qu'est-ce que c'est que le quad rugby? Pourquoi quad déjà? Parce que ça ressemble à un quad, pourquoi? On est 4 sur le 4 contre 4. D'accord.
Du coup, voilà. Il y a 2 offensifs, 2 défensifs. Donc, 2 qui attaquent pour marquer des points et 2 qui protègent les porteurs de ballon. C'est suivant une classification qui est faite par des médecins kinés. Selon le handicap? Voilà, selon le degré du handicap, il faut avoir membre inférieur et membre supérieur touchés. D'accord. Et là, ça y va. Hein. Je veux dire, on dit c'est un sport de contact, la preuve. Oui, oui. Et c'est d'accord. Oui, Enfin, oui, c'est un peu, ça nous paraît un peu fou. C'est le handicap. Je ne sais pas si au FCG certaines personnes peuvent s'entraîner, peuvent faire du quad rugby en étant valides. On sait que ça arrive sur certaines disciplines. On a fait avec l'équipe pro du FCG des petites démonstrations, avec les Amazones aussi, avec pas mal de monde. Ils ont essayé, ça va. Bien. Mais sur les entraînements en courant, non, en principe non. Sur les entraînements, si, ils sont venus quelques fois faire des petits entraînements avec nous, sympathiques, des démonstrations devant les gens, comme à la fête du club et tout, on avait fait aussi avec les pros. Et puis là, on pense qu'il va y en avoir qui vont venir ce week-end. On espère, surtout pour regarder. Alors, quel est le principe? C'est la passe vers l'arrière également Non, c'est passe comme on veut, avant-arrière. Et il faut traverser le terrain, la ligne médiane en moins de 12 secondes. Et le terrain complet, on a 40 secondes pour le traverser. Et on n'aplatit pas, on peut poser le ballon? Non, on passe la ligne et c'est bon, c'est validé. Pas de transfo avec les mains, par exemple? Non. Parce qu'on peut se dire comme ça, en regardant, ça ressemble presque à du hand, finalement, ou à fauteuil, ou plutôt que le rugby. C'est un ballon de volley, parce que comme il y a des membres supérieurs qui sont touchés, pour faire les passes, les ballons ovales, c'est un peu plus dur. Pour les passes en arrière, quand on est touché au niveau des bras aussi, pour jeter, c'est dur aussi. Donc celui-là, il est fait pour vraiment les personnes qui sont touchées en haut et en bas. D'accord, donc tétra ou paraplégique? Paraplégique, non, parce qu'ils sont que le bas qui est touché. Ah oui, d'accord. Donc tétra, pas EMI... si on n'a pas le haut. Et pourtant, il faut y aller parce qu'on voit que c'est quand même très, très physique. Oui. Alors, on voit que c'est un sport de contact à la différence du rugby, donc du quad rugby à 13? Non, du rugby fauteuil à 13. Rugby fauteuil à 13. Alors là, ce ne sont pas les mêmes fauteuils et le contact est interdit. Il n'y a pas beaucoup de contact. On a des flags, c'est des petites lanières sur les t-shirts. On déflague. Là, c'est un vrai ballon de rugby. Par contre, c'est un ballon ovale, c'est passe en arrière. Donc, le porteur de balle, on le déflague. Il doit poser le ballon, faire une passe pour pouvoir repartir. Comme un touch rugby. En fait. Voilà. C'est le même. C'est le même principe. Tout à fait. On joue au flag d'ailleurs au FCG Handisport? Oui. D'accord. Donc vous avez. C'est une nouvelle équipe qui vient d'être créée. D'accord. Qui vient d'être créée là, il y a pas très longtemps. Ok, mais c'est vachement bien. On ira les visiter justement avec vous. Donc cette section, elle s'appelle FCG Handisport. Vous êtes combien de pratiquants aujourd'hui à faire du quad, on va dire vraiment sur cette équipe-là? Quad, on est une dizaine à peu près. Donc sans compter les bénévoles, bien sûr. Une bonne équipe capable justement de défendre ses couleurs en championnat. C'est le championnat de N3. Vous vous entraînez à quel endroit? Au gymnase Malik Cherchari à Pont-de-Clé. À Pont-de-Clé également. Voilà. Qui va accueillir l'événement. Alors cette étape justement, c'est donc ce samedi et dimanche. Alors c'est la première manche, il n'y a que 2 manches. Hein. Donc une première ici à Pont-de-Clé et la deuxième, ça sera plus tard à Montpellier. C'est à Montpellier, c'est 15 jours après. Il me semble, c'est début décembre. Avec des grands clubs qui vont venir ici à Pont-de-Clé, donc Toulon, Montpellier et Bourgoin aussi, nos voisins. Ça veut dire que chacun des grands clubs a aujourd'hui ses sections quad? Ça se démocratise un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup quand même encore. Il n'y a pas beaucoup de clubs de quad. Ouais. Pourtant, c'est un sport olympique. Est-ce que c'est pas encore assez connu en France? Je pense que c'est pas très connu. Je connaissais pas du tout avant d'être handicapé. Je l'ai connu par les Amazones, justement. Et effectivement, quand j'en parle avec des gens, pas grand monde connaît cette discipline. Donc, il faut que ça se démocratise un petit peu, quoi. Et avant justement votre handicap, je ne sais pas si vous pratiquiez, si vous connaissiez les règles du rugby ou est-ce que vous étiez J'en ai fait un petit peu.
Et depuis, alors je ne sais pas si on peut en parler, vous souffrez de sclérose en plaques. Oui. Et vous êtes par ailleurs tétraplégique. Hémiplégique. 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 En raison de fracture de... De la lésion de la moelle épinière. Voilà, de la... au toucher cervical, au niveau des cervicales. On peut le dire, vous avez un handicap qui est lourd, qui est... Oui. Bon, après, ça va. Et qui n'empêche pas de, qui n'empêche pas de pratiquer un sport de contact, comme on vient de le voir ici. Ah oui, non, ça gêne pas. C'est même bien, parce que ça fait du bien à tout, hein, le sport. Donc, c'est une très bonne chose que ça existe. Parce que vous ne connaissiez pas le FCG Quad, pardon, FCG Handisport avant d'être du tout. En situation je ne savais même pas qu'il y avait une section handi au FCG avant. Donc, du coup, j'ai découvert ça il y a 2 ans et demi maintenant. Et depuis, alors, ça vous apporte quoi ce quad? C'est une bouffée d'oxygène, hein. Ça fait du bien, les entraînements. C'est des gens qui sont des amis comme la famille, quoi. Et vous entraînez souvent 2 fois par semaine. Oui, quand même. Mercredi et le vendredi, le mercredi et le samedi matin, pardon. Et le rugby 13, c'est le vendredi soir. Et pas trop d'appréhension, alors, quand vous avez découvert ce type de pratique? Non, aucune appréhension. Oui, souvent même, pour moi. Mais, le but, c'est de ne pas tomber aussi. Il faut éviter, mais il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais non, il n'y a pas plus d'appréhension que ça, parce qu'on est tout de suite mis à l'aise avec l'équipe, le staff et les joueurs. Donc, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps non plus, hein, il y a 2 ans et demi, 2 ans. Et tout se passe, ils sont tous aux petits soins pour nous, donc c'est vraiment nickel. Avec, on imagine des nouveaux objectifs aussi, c'est important. On sait que vous n'avez pas toujours des moments faciles dans votre vie. Oui. Et d'avoir aussi ces objectifs de matchs, de championnats qui arrivent, une bouffée d'oxygène, oui, mais aussi des buts, un peu des perspectives. C'est ça qui est important, ces projets. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça aide d'avoir ces objectifs à réaliser, quoi. Et physiquement aussi, ça vous fait du bien? Oui. Ouais. Oui. Non, parce que ça travaille, il faut forcément entretenir un peu la caisse. Ça fait travailler les bras, ça fait tout travailler, quoi. Vous avez une préparation physique? On a de l'échauffement, on a pas mal de choses, oui. C'est des entraînements de 2 heures, du coup, on a une grosse demi-heure d'échauffement, après un peu des entraînements sur des techniques, et puis après du match. Oui, ça envoie. Patrick, qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, bravo. Déjà, félicitations à ceux qui ont créé cette forme de rugby, parce que de toute façon, toutes les personnes en situation de handicap peuvent faire tous les sports. Moi, je pense qu'il faut continuer, il faut encore augmenter le nombre. Il faut que les Grenoblois ils aillent voir ce sport, qui viennent aussi au handibox, puisqu'on fait aussi. Mais moi, je pense que toutes les personnes en situation de handicap doivent avoir accès à tous les sports, quels qu'ils soient. On doit faire quelque chose, parce que c'est plus qu'une bouffée d'oxygène, c'est un réapprentissage à vivre, c'est de peut-être parmi tout le monde, on revit quoi avec le sport grâce à ça. Tout à fait. Donc moi, j'applaudis, j'allais dire des 2 mains, je suis handicapé moi aussi, donc d'une main, mais j'applaudis quand même. Vous boxez encore, Patrick? Alors non, moi j'ai 62 ans, donc ça commence un petit peu à faire. Mais non, je boxe pas, j'ai boxé encore pendant un certain temps, après là maintenant, je m'occupe de boxeur. C'est déjà beaucoup de choses. Beaucoup de travail. Parce qu'on rappelle, alors c'est votre bras gauche qui est immobile. C'est ça, sur un accident de moto. Ouais. Et pas l'épaule. Non, l'épaule, elle bouge. Voilà, ça c'est important. Ça c'est vachement bien. Ah oui, c'est important. En tout cas, merci pour ces expériences. C'est vrai que c'est intéressant. On vous laisse en contact, bien sûr. Nicolas, je ne sais pas si vous irez faire un peu de la prépa physique avec les... J'ai vu qu'ils se mettaient des bons caramels sur les vidéos. C'est physique quand même. Juste pour dire que la personne qui fait la préparation physique de Nicolas, c'est Fred Voula. Ah bah oui. Fred Voula qui était préparateur physique du FCG, de l'équipe, donc à l'époque du top 14. Et grâce à lui, Nicolas a pris pas mal en muscu. C'est un mec formidable, franchement. C'est vraiment un bon. Moi, j'adore travailler avec lui. Parce que
Qui a beaucoup travaillé pour la réathlétisation des blessés. Également, et puis non, c'est quelqu'un qui a un athlète. D'abord lui-même. Et quelqu'un de très simple, très gentil. Il tire sur la main. Il a toutes les qualités, on peut dire. Bon. Tout à fait. On a des bons athlètes quand même ici sur notre territoire. Merci pour ces belles découvertes. Samedi et dimanche à Pont-de-Claix, allez les encourager très fort à les découvrir et pourquoi pas postuler, si c'est votre cas, si vous nous regardez et que vous êtes intéressé pour ce sport qui est spectaculaire, mais qui est donc ouvert vraiment à tous, même aux handicaps les plus invalidants, on va dire. Eh bien, allez-y, c'est parti, frappez à la porte du FCG. Donc, on l'a dit, boxe, quad, voilà, tout ça résumé dans l'agenda du week-end préparé par Arthur. Amis supporters, ce week-end sera sous le signe du show. Du 19 au 21 novembre, la patinoire Pôle Sud revêtira ses plus beaux habits de lumière pour les internationaux de France de patinage artistique. Comme à chaque fois, la compétition accueillera les meilleurs mondiaux du patinage. 5e étape sur 6 du Grand Prix de patinage, ces internationaux promettent un niveau relevé à moins d'un mois de la grande finale au Japon. Alors rendez-vous le 19 à la patinoire pour en prendre plein les yeux. Un autre genre de gala aura aussi lieu au Summum de Grenoble, samedi. À l'initiative du ring grenoblois, une soirée boxe avec 7 combats, dont 2 pour des championnats de France, est organisée. En tête d'affiche pour les lourds légers, on retrouve le grenoblois Nicolas Salzi contre Dylan Brejon. Et chez les femmes, c'est Marion Montanari et Elsa Emat qui se disputeront la ceinture de championne de France des super légères. Premier combat, samedi dès 18h. Un ballet d'épée sera aussi à l'honneur. Samedi 20 et dimanche 21, le Grenoble Parmentier organise le Challenge mondial U17 d'escrime. Épreuve référence sur le circuit européen, plus de 400 participants des 4 coins de l'Europe sont attendus en Isère. Au programme, des épreuves individuelles le premier jour et des épreuves par équipe dimanche, avec des finales prévues à partir de 15h. Début de la compétition samedi à 8h. Enfin, place au sport co avec le quad rugby au rugby fauteuil pour la première manche des championnats de France de National 3. Samedi et dimanche au gymnase Malik Cherchari de Pont-de-Claix, 4 équipes, le rugby quad Grenoble, Bourgoin, Toulon et Montpellier se disputeront la victoire en 4 cartons. Objectif, mettre un essai derrière la ligne, coup d'envoi des premiers matchs samedi à 9h. Et du coup, comme il reste une petite minute, alors Patrick nous a soufflé ici quelques petites anecdotes. Alors, Olivier Véran fait de la boxe. Oui. D'accord. Pas que du quad rugby, il fait aussi de la boxe. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, certain. D'accord. 2, Malek Cherchari était votre premier entraîneur. Malik. Voilà. C'était mon entraîneur le premier. Ouais. C'était le premier entraîneur et qui a été aussi international, équipe de France, etc., qui malheureusement nous a quittés. Donc, et qui a donné son nom. Le Pont-de-Claix a bien... Au gymnase. Voilà. Et puis 3, on pourra retrouver, j'espère qu'on pourra... Ah mais non, parce qu'il est trop grand maintenant, Issa Behram, c'est le fils de Hussein Behram. Voilà, qui est aussi passé encore, là, qui est qualifié pour les mondes, je crois, de ce que j'ai compris. Voilà. La famille Behram, c'est une famille de sportifs. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Patrick, revenez quand vous voulez. Vous devriez être consultant ici de cette émission. Ouais. Parce que vous avez vraiment beaucoup de connaissances sur toutes les disciplines ici, sur ce territoire. Merci encore François Riondé, vraiment joueur offensif. C'est ça, vous, c'est offensif. Oui. Voilà, au FCG Handisport Quad Rugby, qui donc organise cette manche du championnat de France. Cette première manche du championnat de France de Quad Rugby National 3 à Pont-de-Claix tout ce week-end. Et merci à vous tous. À très vite. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.